Bonjour, c'est Laure, chargée de marketing pour la société Fidias et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo concernant la gestion de projet chez Fidias. Je suis accompagnée de Nicolas, notre ingénieur d'affaires chez Fidias, que vous connaissez certainement, qui va nous décrire un peu plus l'accompagnement des projets au sein de Fidias. Nous sommes intégrateurs de la solution Odoo. Et Odoo est un logiciel qui s'adapte à énormément d'entreprises. De ce fait, comme il s'adapte à énormément d'entreprises, il y a énormément de manières de le paramétrer. Donc nous, la démarche projet, comment on démarre un projet, ça réside dans une première approche qui consiste à analyser l'entreprise. Alors ça, vous allez me dire, c'est pas nouveau, mais on n'analyse pas l'entreprise pour détailler tous les processus, on analyse l'entreprise pour identifier les écarts entre le fonctionnement possible de Odoo, des paramétrages possibles, et le fonctionnement de votre entreprise. En effet, il y a tellement de manières différentes de paramétrer Odoo que nous devons identifier si ce que vous souhaitez faire, vos besoins, peuvent être retranscrits dans Odoo. Est-ce qu'on peut paramétrer Odoo? Donc c'est pas une analyse, mais une analyse d'écart. L'objectif est d'identifier les écarts entre le standard justement et vos besoins. Et là, si on identifie des écarts, si on identifie des points d'attention, on doit trouver des solutions. Il y a alors plusieurs styles de solutions. Il y a des solutions de contournement. Le concept, il est simplement d'identifier en fait ce besoin d'où il provient. Est-ce que c'est un héritage d'un ancien logiciel? Est-ce que ça peut venir de plein de raisons. Nous, on vous propose par notre expertise, on vous propose d'autres manières de travailler. Donc solution de contournement pour revenir dans le standard. Et si par contre, votre manière de fonctionner, c'est ce qui donne de la valeur ajoutée à votre entreprise. Là, le développement spécifique ne peut pas être écarté. C'est clairement un développement spécifique nécessaire et qui me semble pertinent de garder. Donc, la première étape dans la gestion de projet chez Fidias, c'est l'analyse d'écart. C'est exactement ça. Et cette analyse d'écart, en fait, elle se découpe en plein de petits ateliers. Donc, mon rôle dans l'avant-vente, c'est d'identifier justement tous les ateliers qu'on doit faire en fonction des applications Odoo qu'on doit utiliser. Typiquement, on va avoir des ateliers orientés gestion commerciale, des ateliers orientés ressources humaines, site web, pourquoi pas. S'il y a la gestion de la production, on va aller là-dedans. Et les ateliers se font en présentiel parce que rien ne vaut une immersion pour identifier quels sont les problèmes. Évidemment, c'est des problèmes. Après, je parle problème, mais ça peut être aussi des besoins. Il y a des choses qui se disent, il y a des choses qui se voient, et nous, on fait toujours des premiers ateliers en présentiel. Typiquement, les ateliers fabrication, les ateliers logistiques se font en présentiel. Un atelier découverte de l'entreprise qui se fait toujours en présentiel. Mais il y a des ateliers qui peuvent aussi se faire en distanciel, et notamment la comptabilité qui peut se faire en visio. Tout ce qui est site web, tout ce qui est email marketing, ce sont des ateliers qui se font plus à distance. La démarche, elle nous emmène à tous ces ateliers qui nous donnent lieu à des comptes rendus et on constitue ce qu'on appelle un compte rendu d'analyse d'écart à la fin qui nous donne la restitution complète de ce qui doit être fait. Attention, c'est ce qui doit être fait, ce que nous avons identifié. C'est une liste, c'est pas la liste au Père Noël, mais c'est une liste de vraiment énormément d'items qui sont remontés des utilisateurs. Après, il y a une étape où justement la direction, l'équipe projet doit arbitrer sur ce qui doit être fait parce que pour des raisons budgétaires, pour des raisons de timing, pour des raisons, on peut peut-être pas tout faire. On le rappelle, donc Fidias est une entreprise qui est basée à Marseille, dans le sud de la France. Et comme l'a expliqué Nicolas, pour ce qui est analyse d'écart ou même d'autres rendez-vous, donc on peut le faire en présentiel dans nos locaux, mais on peut également se déplacer dans vos locaux pour découvrir, pourquoi pas, si vous avez un entrepôt ou des bureaux, ou tout simplement le faire à distance si c'est plus confortable pour vous, si vous vous trouvez par exemple dans le nord de la France. Mais on peut se déplacer avec grand plaisir pour venir à votre rencontre. Donc Nicolas, tu parlais tout à l'heure d'arbitrage. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur Oui. Qu'est-ce que l'arbitrage dans l'analyse d'écart? Avec plaisir. L'arbitrage dans cette analyse d'écart, en fait, c'est que c'est un atelier, l'atelier final qu'on appelle l'atelier de restitution, où le chef de projet, le consultant expert qui a accompagné sur tous les ateliers, vient présenter la liste justement de cet écart. De la liste des écarts et c'est à ce moment-là qu'il explique
et qui donne son point de vue sur cette liste. Et cette restitution, c'est à ce moment-là alors non, ça prend plus de temps. Parfois, ça se fait en direct. Le client nous fait l'arbitrage en direct, mais il arrive plus souvent qu'on donne un temps, qui se donne un temps de réflexion pour l'arbitrage. Et derrière, nous, bien sûr, en face de chaque item, il y a un volume de jours nécessaire pour faire le développement spécifique. Et l'arbitrage va donner lieu à la fin à un volume précis, net, sur ce qui doit être fait, mais pas que. Ça nous donne un ordonnancement de comment ça doit être fait, quand est-ce que ça va être fait, et on a une date, quand est-ce que ça peut être mis en production, quand est-ce que va pouvoir être testé les key users, et derrière, on a clairement une vision macro, synthétique et précise du projet. D'accord. Et est-ce que tu peux, pour finir, je pense, si on arrive à la fin de cette phase d'analyse d'écart, qu'est-ce qui se passe quand justement cette phase d'arbitrage est terminée? Quand la phase est terminée, on repasse dans une phase un peu plus commerciale où je fais moi une proposition commerciale finale, précise, hein, comme je disais, qui donne lieu au lancement du projet. Quand on passe à l'étape d'après, on passe au projet. Donc, avec Fidias, c'est à ce moment-là que vous commandez les licences Odoo. On n'a pas besoin des licences lors de la phase d'analyse, on en a besoin au moment où on décide de rentrer dans le projet, dans le vif du sujet. Licence, si je peux me permettre, qu'on rappelle qu'on prend directement chez Odoo. Ils sont avec notre account manager. Juliette. Donc qui est Juliette, à qui on fait un coucou. et bien sûr, c'est Nicolas, donc qui vous mettra en contact avec notre account manager. Donc la première phase, c'est bien sûr l'installation de l'environnement. On commence par ça. Là encore, plusieurs solutions, ou on-premise ou Odoo SH. Nous, on préfère Odoo SH pour des simplicités, pour la facilité. C'est plus facile et c'est un rapport qualité-prix assez intéressant. Là où une installation sur vos serveurs reste quand même contraignante, qui nécessite de l'infogérance. Nous, Fidias, on n'est pas même si c'est quelque chose pour lequel on peut vous accompagner, on ne sera pas en capacité de proposer un service d'infogérance et pour la maintenance de vos serveurs. Donc, c'est quelque chose en interne. C'est pour cela que nous, on préconise Odoo SH. Mais quand le paramétrage est fait, le paramétrage initial est fait, on crée les environnements de test, les environnements de prod, mais surtout les environnements de développement. Et là, ce qui nous intéresse, c'est qu'il y a toujours deux topologies de projets. Il y a le projet simple, qui nécessite pas ou peu de développement, et on lance les développements. Dès que les développements sont faits, nous, on les teste en interne. Dès qu'ils sont testés en interne, on les pousse sur un environnement de test que le client teste, qui vérifie. Et dès qu'il dit c'est bon, on les publie en production. On attend la fin des développements pour réaliser cette phase très importante, très stratégique de formation. Donc, quand les développements sont faits, quand l'environnement est fait, on planifie les formations. Et puis, derrière, on rentre en production. Mais il y a l'autre topologie de projet qui est un peu plus celle qu'on a... Enfin, on fait un peu les deux, mais c'est la topologie de projet qui contient des développements, un certain volume de développement qui ne peut pas être... On attend la fin des développements. Et là, on utilise la méthode agile qui s'appelle Scrum pour faire les livraisons d'une liste. Où tout à l'heure, je vous ai parlé d'arbitrage, je vous ai parlé d'items. En fait, le principe, c'est que tous ces items vont être ordonnancés dans ce qu'on appelle des sprints. C'est des regroupements, en fait, qui sont calendaires. C'est dans un calendrier. On dit que, par exemple, tous les items de 1 à 10 vont être faits dans le sprint 1, ceux de 11 à 20 vont être faits dans le sprint 2, etc., etc. On ajoute, en fait, à chaque livraison de sprint, ça correspond à une phase de test et de mise en production. Donc, on pourrait envisager de faire des sprints qui contiennent des items qui soient orientés dans une fonctionnalité. Par exemple, la gestion commerciale ou les RH. Cet ordonnancement peut nous permettre de faire un déploiement progressif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on pourrait démarrer le CRM bien avant que tous les DEM soient finis. On pourrait démarrer les ressources humaines bien avant que tous les développements soient finis. Attention, contrainte, c'est que ça nécessite de faire les formations au fur et à mesure. Mais
tout se fait. C'est-à-dire qu'on est capable, selon ces deux méthodologies projet, on va être capable d'adresser deux types de clients. Et c'est souvent la seconde méthodologie qui est utilisée pour les clients d'une certaine taille qui n'ont pas l'agilité d'une toute petite entreprise qui est capable de tout mettre d'un coup. Et là, on va faire des sprints, mais aussi des lots et des phases pour arriver à ordonnancer un projet sur 1 voire 2 ans quand le périmètre est très vaste. Il est très difficile de mobiliser les key users. On les a mobilisés sur les ateliers d'analyse d'écart. Il va falloir les remobiliser pour les tests et pour les formations. Donc là, typiquement, c'est ces deux méthodologies projet qui sont déterminées en fait en fonction du projet. C'est l'analyse d'écart qui nous permet de dire c'est comme ça qu'on va travailler. Parce que au-delà des items, c'est bien sûr l'analyse d'écart nous permet d'identifier la méthodologie de travail. Tu m'as parlé des formations. Je vous rappelle que Fidias est certifié Calliope, ce qui veut dire que vous pouvez avoir une prise en charge de ces formations en vous rapprochant de votre OPCO. Oui, effectivement, les formations, après, de mon côté, c'est stratégique pour les projets, c'est essentiel. Il est très important de faire des développements de qualité, mais si on forme pas les gens à les utiliser au mieux, on passe à côté complètement d'un projet. Pour nous, la formation, ça a toujours été un élément clé des projets. On a toujours mis un effort là-dedans pour essayer de faire des formations les plus, qualifiantes. Bon, c'est l'objectif, mais les plus efficaces. Les formations, on a tout un processus de formation qui dépend des versions Moodle, mais on a tout un processus de formation. Ces documents de formation sont mis à jour tous les ans. On essaye de faire un travail général, générique pour tout le monde, mais chaque formation est bien sûr différente, chaque entreprise est différente. Donc on a tout un travail aussi où on est obligé de s'adapter aux attentes des clients. Et ça, c'est le travail du consultant. Comment se déroulent les formations? Parce que c'est important. Tu as rappelé effectivement qu'il y a une prise en charge des OPCO. Nous, on a toujours dans l'analyse d'écart, et encore, je reviens là-dessus, on a toujours dans l'analyse d'écart un atelier dédié à l'organisation des formations parce que c'est essentiel de prévenir, d'aller en amont de ce qui va devoir être fait. Il faut savoir que quand on décide de faire les formations, souvent il faut les faire immédiatement, mais pour avoir une prise en charge LOPCO, il faut compter un bon mois pour que tout soit en place. Donc nous, on fait un atelier, on identifie quoi? On identifie 2 cas importants. Il y a des entreprises qui souhaitent que Fidias forme tous les utilisateurs de l'entreprise. Et là, cet atelier est nécessaire pour organiser la liste des collaborateurs et la liste des thèmes qui vont être abordés en formation. Évidemment, pas tout le monde voit tous les thèmes. Il y a beaucoup de gens qui sont pas intéressés par la compta, par exemple. Je prends pour en citer. Mais bon, je plaide coupable. Voilà. Mais il y a des sujets qui intéressent plus que d'autres. Il y a des sujets. Donc automatiquement, c'est pas tout le monde. Donc tout cet atelier est de trouver en fait le bon schéma pour former les utilisateurs et former des sessions. Alors les sessions, idéalement, les sessions de 5 personnes sont la bonne approche parce que ça évite de se perdre, ça permet aux formateurs d'être à l'écoute de tout le monde. Donc c'est quand même important. Et ça, c'est la formation idéale. C'est la manière de faire idéale des formations. Mais pour plein de contraintes qui peuvent être des contraintes d'organisation, de saisonnalité, pour des contraintes différentes. On a aussi l'autre approche qui consiste à former les key users, les utilisateurs clés, ceux qui étaient là pendant les ateliers d'analyse d'écart. Là, les formations sont un petit peu différentes. On ne forme pas que à utiliser, on forme aussi à réagir, à paramétrer, à aller chercher dans le paramétrage, parce que les key users doivent être capables de savoir si c'est possible dans Odoo ou pas. Et donc, on doit les former, on fait des formations un peu plus poussées quand on fait les formations des key users. Là encore, toujours pareil, ça dépend des projets. Est-ce que c'est des formations qu'on fait à la fin du projet et on fait une session on fait les 5, 10, 15 jours de formation à la fin, ou alors on les fait au fil de l'eau en fonction du projet. Ça, c'est encore différent. Et du coup, pour nous, il est essentiel que les utilisateurs soient formés et tous les utilisateurs partent avec leur support de cours. Enfin, ils viennent avec parce qu'on les imprime pour qu'ils puissent les annoter. Ça, c'est important aussi de pouvoir avoir On les imprime ou on les envoie en version digitale, puisqu'il y a également possibilité, tout comme lors de l'analyse d'écart, de faire les formations soit en présentiel ou soit à distance. Exactement.
Et donc, quand tout est paramétré, du coup, qu'est-ce qui se passe? Là, on prend la décision tout est paramétré, les utilisateurs sont formés, on est prêt. On est prêt à quoi? On est prêt à rentrer en production. C'est le moment où... Donc, la phase 3. C'est la phase 3, exactement. Okay. C'est la phase 3. Oui, c'est la phase 3, c'est la dernière phase du projet en tant que tel. C'est la mise en production. En fait, c'est une phase elle a plein de mots. Ça peut être la mise en production, ça peut être le démarrage en live, ça peut être le go live, ça peut être... Il y a plein de mots pour déterminer, c'est maintenant qu'on commence à utiliser Odoo, en fait. C'est maintenant qu'on commence à saisir les données. Et c'est le moment, en fait, où on détermine qu'à ce moment-là, les données saisies dans Odoo vont être les données réelles. Plusieurs manières de faire cette rentrée en production, ce démarrage. Il y a une manière que je conseille qui va être la double saisie, contraignante mais rassurante. C'est-à-dire que selon les volumes, selon les services, on va être capable de faire les choses en double, dans le logiciel actuel, mais aussi dans Odoo, de manière à comparer. Et ça, c'est plutôt conduite du changement. Ça, au-delà, nous, on est quasiment certain qu'Odoo va marcher, mais les utilisateurs le sont moins. Donc, en faisant ça, on accompagne le changement et on les accompagne à leur montrer « Ah, mais tu as vu, dans Odoo, je mets moins de temps que dans le logiciel actuel. » Tout en leur montrant qu'ils ont exactement les mêmes données. Les manières de faire peuvent changer, mais c'est une manière de leur mettre le pied à l'étrier. Rassurer et accompagner. C'est ça, exactement. Et automatiquement, en faisant comme ça, c'est plus facile. C'est plus facile pour tout le monde. Ça rassure la direction parce que, ok, on a les données, c'est les mêmes des deux côtés. Notamment, c'est la comptabilité, c'est le service comptable qui a besoin de faire la double saisie, mais pas que. On a des services où parfois les devis sont toujours faits sur Excel. Là, il faut les faire dans Odoo. Bon, enfin voilà, il y a plein de raisons qui font que une double saisie pendant une semaine, 2 semaines, 1 mois, ça c'est à déterminer. Chaque projet va déterminer. Cette double saisie va permettre de rassurer en fait dans cette phase projet. Puis il y a l'autre cas où on rentre en Big Bang, où on démarre. Bon allez, aujourd'hui on démarre dans Odoo. C'est pas impossible. Encore une fois, selon le périmètre projet, c'est pas impossible et ça fonctionne assez bien aussi. Maintenant, ça demande pour nous Fidias plus de présence. Dans les deux cas, le moment du démarrage, c'est un moment où le chef de projet qui vous a accompagné va être présent, va être là, va vous suivre. Mais lors de ce démarrage en live, parfois il y a d'autres consultants qui sont là. Du coup, ça rassure. On est rassuré. L'idée, en fait, c'est que le projet nous a permis de nous garantir que ce moment-là va bien se passer. Mais le garantir techniquement, c'est pas suffisant. Il faut le garantir humainement. Et la présence va garantir humainement que tout va bien se passer. Et donc, une fois qu'on a fini donc cet accompagnement de bon déroulement de projet, tout le monde est lancé, soit en Big Bang ou soit en parallèle avec l'autre outil. Que se passe-t-il? On peut appeler ça l'après-projet. Qu'est-ce qui se passe une fois que voilà l'entreprise est lancée sur Odoo, qu'il n'y a plus d'intégration de projet? Qu'est-ce qui se passe au niveau de l'accompagnement? Alors, il y a le post-projet, tout ce qui se passe en post-projet. On va parler d'abord du post-démarrage, parce que le post-démarrage, c'est pas véritablement la fin du projet, même si on peut considérer que il y a toujours une phase de réajustement. Il y a souvent des petites corrections qui sont apportées. On considère que c'est encore dans le projet, on finalise tout ça, et puis on considère que le projet est fini. On va dire 2 semaines, 1 mois, 2 mois après vraiment la mise en production. Mais qu'est-ce qui se passe effectivement après cette fin de projet? On rentre dans ce qu'on appelle le service régulier ou SAV ou il y a plein de termes pour déterminer, mais on n'est plus dans la phase projet. Et là, nous, vous êtes accompagnés par le SAV. On n'a pas de hotline. Aujourd'hui, on n'a pas de hotline parce que tous les projets qu'on accompagne ne nécessitent pas de hotline. Comment on arrive à ce résultat? C'est nos formations. C'est la qualité de nos formations rendre nos clients autonomes. Mais il peut arriver une mauvaise manipulation. Il peut arriver une erreur ou alors un nouveau besoin. Et là, on va plutôt utiliser un système de pack d'heures, comme Odoo le fait, hein, c'est des packs d'heures qu'on achète, ou alors
ben, on peut aussi envisager des contrats de support. Les deux sont possibles. Ça va dépendre. Le principe est quoi? C'est que ça ne fonctionne par email ou par notre formulaire sur le site. Vous envoyez sur notre site internet sur le formulaire, dès que vous avez un compte chez nous, vous envoyez le ticket sur le formulaire et vous avez toujours quelqu'un qui traite le ticket dans la journée. L'idée, en fait, c'est de vous donner une réponse. C'est très peu de questions bloquantes parce que si c'est bloquant, ben, ça appelle au bureau. Mais réellement, la plupart du temps, c'est des tickets. Comment je peux faire ça? Comment je peux faire ça? Ou alors, ben, c'est des nouvelles fonctionnalités qui sont demandées ou des compléments de formation. Tout ce service est assuré par mail avec tout un système de ticketing, comme ça peut se faire. Et ça permet de justement ben, de suivre tout ce qui se passe dans le suivi du projet. Le client n'est pas lâché dans la nature. Et il peut arriver qu'au bout de 6 mois, 1 an, il y a un nouveau besoin. Et si c'est des petits développements qui prennent 1 heure, 2 heures, on peut prendre sur les packs d'heures. Si par contre on rentre sur une interface avec un nouveau logiciel ou un nouveau développement, ben là on peut re-rentrer dans une phase projet à un moment précis, qui nécessite de la gestion de projet, qui nécessite tout ça. Tout comme au bout de quelques années, on peut procéder à une migration parce qu'on le rappelle, Odoo tous les ans sort une nouvelle version. Donc aujourd'hui, on est en V17 et très bientôt, en janvier, nous serons en V18. Et donc, est-ce que tu peux nous parler peut-être un petit mot sur ces migrations? Les migrations ou changements de version ou les portages, là aussi encore, ça a plein de mots. L'écosystème Odoo a amené plein de mots. C'est concrètement, c'est le changement de version. C'est quelque chose qui n'est pas obligatoire, mais vivement conseillé. Chaque année, Odoo sort une nouvelle version. Donc, ces nouvelles versions sont riches en nouvelles fonctionnalités. Quand vous êtes sur la version online de Odoo, le changement de version se fait, comme le dit Laure, début d'année ou vers mars. À ce moment-là, c'est là où ça se fait automatiquement. Mais quand vous êtes sur Odoo SH ou sur on-premise, sur vos serveurs à vous, c'est quelque chose qui doit forcément être fait par nous ou par vous. Petit rappel, il faut savoir que Odoo, dans votre licence et dans la souscription que vous payez, vous avez accès à ces mises à jour. Vous avez accès à ces scripts de mise à jour. Mais quand il y a des développements spécifiques, la responsabilité de faire migrer ces développements incombe au client. Donc, vous ne pouvez pas changer de version sans faire changer les modules qui sont développés de version aussi. Dans ce cas-là, vous faites appel à nous et vous nous rappelez en fait et on change la version des modules, c'est-à-dire qu'on leur fait changer. Quand c'est facile, ça va relativement vite. Mais si Odoo, dans son standard, a modifié les process, nous, on doit réadapter les modules. Donc, il est très difficile en amont de savoir combien de temps va prendre une migration. C'est presque un petit projet en soi. Donc, on ne fait pas ça tous les ans, pas forcément tous les 2 ans. On conseille entre tous les 3 et les 4 ans. Alors, plus on attend, plus c'est compliqué. 3 ans, c'est le moment idéal. Et là encore, on rentre dans une phase de projet qui va probablement nécessiter une formation. D'accord. Et pour en découvrir un petit peu plus sur la V18, d'ailleurs, vous pouvez retrouver notre vidéo YouTube. Puisqu'en octobre, avec Nicolas, nous nous sommes rendus à l'Odoo Experience en Belgique pour passer un moment avec nos account managers avant et après vente, donc Juliette et Rebecca. Et puis, pour surtout découvrir la version 18 et pouvoir vous créer du contenu à ce sujet et bien évidemment pouvoir vous en parler. Effectivement, oui, cette version 18 est assez apporte encore son lot de fonctionnalités, de nouveautés et n'hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus là-dessus, pour savoir comment se passent les projets. Je me tiens et Laure avec moi se tient à votre disposition pour vous renseigner sur tous ces sujets. Effectivement, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez nous contacter directement depuis notre site internet, soit par mail, par téléphone ou depuis le formulaire de contact. Et puis, je laisserai également les coordonnées sous la vidéo. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. N'hésitez pas à liker, partager et commenter. À bientôt.